Bonjour à tous. Merci de nous donner l'occasion de présenter nos travaux en cours sur ce sujet qui a pas mal accaparé notre équipe depuis maintenant le début de la pandémie de Covid-19, qui n'a pas eu qu'un impact uniquement sur les soins non psychiatriques, mais également un impact de santé mentale au sens large. Alors, quand on parle de Covid-19 et de psychiatrie, peut-être le plus simple est de commencer par évoquer l'impact de cette pandémie sur la santé mentale et les symptômes psychologiques en population générale. Une étude qui est très instructive là-dessus, c'est une étude de cohorte longitudinale de Santé publique France qui s'appelle Coviprev, qui étudie un petit peu l'évolution des symptômes psychiatriques en population générale depuis le début de la pandémie, et qui montre une augmentation qui n'est pas continue, une augmentation qui est plus importante à certains moments, qui sont les pics épidémiques et qui sont aussi les périodes de confinement, de limitation de mobilité, confirmant quelque chose qui paraît intuitif, mais qui est confirmé par ces données-là, qui sont que ces symptômes-là sont assez corrélés à ces moments où le virus circule et où les gens sont empêchés d'avoir une mobilité habituelle. Une autre manière d'explorer cette question-là a été faite récemment, il y a un mois et demi, par un article qui est paru dans le Lancet, qui étudiait cette fois-ci les troubles mentaux, donc pas seulement les symptômes, mais les troubles mentaux, et notamment la dépression et l'anxiété, l'épisode dépressif caractérisé des troubles anxieux, dans tous les pays du monde, et leur corrélation avec, d'une part, la circulation du virus, et d'autre part, les données qu'ils ont eues notamment grâce à des opérateurs de réseaux sociaux, des entreprises qui peuvent avoir de la géolocalisation des populations en temps réel. Donc, l'impact des mesures de limitation de mobilité. Ce qui est important et intéressant dans cette étude, c'est qu'on voit que les deux facteurs ont un impact. Non seulement les mesures de limitation de mobilité, mais également la circulation du virus en elle-même. Ce qui prouve, en tout cas ce qui va dans le sens d'un impact du virus en soi, et non pas juste d'un impact des mesures sociales de confinement mises en place pour limiter la propagation du virus. Sur la carte que je vous présente là, un bon exemple de ça, c'est la couleur bleue est liée à une faible augmentation des épisodes de dépression. Si on regarde par exemple l'Australie, qui est un pays dans lequel le virus a très peu circulé, les dépressions ont relativement peu augmenté par rapport à d'autres pays qui ont été très touchés par le virus, ce qui illustre un petit peu cette notion que les deux éléments participent à l'augmentation de la dépression. 53 millions de dépressions supplémentaires estimées dans ce papier et 76 millions de troubles anxieux supplémentaires pour l'année 2020, donc un impact absolument énorme. Parler de symptômes qui surviennent après le Covid-19, ça implique d'évoquer une notion dont on entend parler, qui est une notion émergente, qui est un syndrome qu'on appelle le long Covid. Alors, le long Covid, c'est une dénomination plutôt britannique d'ailleurs. On trouve aussi dans la littérature post-acute Covid sequelae, PAX. On parlera de long Covid peut-être parce que c'est un petit peu plus simple à dire, mais la définition est la même. Ce sont des symptômes qui persistent après un épisode aigu de Covid-19, qui peuvent persister plus de 12 semaines, c'est la définition de l'OMS, et qui ne sont pas expliqués par un autre trouble, dans le sens qu'ils ne répondent pas à des séquelles habituelles, par exemple post-réanimation, chez quelqu'un qui est passé en réanimation, ou toute autre complication hospitalière classique. La fréquence, puisque la définition est très large, la fréquence, évidemment, est très, très variable, mais dans les cohortes de patients ayant survécu à Covid-19, on trouve 30 à 80% de patients qui peuvent présenter au moins un de ces symptômes. Les plus fréquemment retrouvés sont des symptômes là aussi assez généraux, l'asthénie, un symptôme général s'il en est, la dyspnée, et puis des troubles cognitifs, en tout cas des plaintes cognitives qui sont rapportées par les patients de manière très très fréquente. La physiopathologie de ce trouble, dont la définition est émergente, évidemment, est encore inconnue. Ce qu'on sait,
c'est qu'a priori, la persistance du virus dans l'organisme, en tout cas là, on a l'habitude d'aller le trouver, c'est-à-dire dans les voies aériennes supérieures, elle est assez courte, c'est-à-dire qu'en tout cas, elle ne va pas jusqu'à 12 semaines. Il n'y a pas encore d'études qui ont trouvé des persistances de virus hors cas extrême d'immunodépression, mais qui voilà, ne sont pas généralisables. Il n'y a pas, a priori, de persistance du virus, même si on va voir que c'est une des hypothèses qu'on peut poser. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on a de tangible. C'est une atteinte qui est multisystème, puisque sont décrites des atteintes à la fois évidemment respiratoires, type de dyspnée, les atteintes cognitives dont on a parlé, mais aussi de l'anxiété. On va voir comment les troubles psychiatriques peuvent participer à ce syndrome. Des atteintes plutôt cardiaques ou cardio-circulatoires, avec des thoraciques, des palpitations, et puis plus d'événements thromboemboliques, des insuffisances rénales qui persistent après le Covid-19, des choses comme des pertes de cheveux. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très multisystème et d'absolument pas localisé à un organe. Si on revient à la psychiatrie, il y a une question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ces troubles psychiatriques, si on revient aux troubles et pas qu'aux symptômes, est-ce que ces troubles psychiatriques qu'on retrouve après un épisode de Covid sont spécifiques du Covid-19 ou finalement c'est ce qu'on trouve dans toute infection respiratoire grave? On sait que quand on a une infection, pas que respiratoire, sévère, c'est pourvoyeur, par tout un tas de mécanismes, de plus de troubles dépressifs et anxieux, notamment au décours. Là aussi, il y a des études très intéressantes qui sont sorties, notamment une série de 2 études dans Lancet Psychiatry qui sont sorties il y a environ 6 mois, qui comparent des patients qui se relèvent d'un Covid-19 avec des patients qui se relèvent d'une infection respiratoire autre, avec des matchings qui sont faits entre ces 2 cohortes pour un petit peu les équilibrer, qui montrent qu'il y a plus de troubles dépressifs et de troubles anxieux dans les cohortes post-Covid-19. Donc, il y a une spécificité qui s'intègre probablement dans quelque chose d'un peu plus large. Et pour l'instant, c'est un petit peu tout ce qu'on peut dire, ou presque, puisque c'est quelque chose d'émergent, le Covid-19 étant une pathologie évidemment nouvelle. Moi, je voudrais présenter un petit peu aujourd'hui une étude qu'on a faite à l'hôpital Bicêtre, qui s'appelle l'étude Comeback, consultation multi-expertise à Bicêtre après Covid-19, qui a été une étude évaluant les symptômes sur le plan un petit peu général, pas que psychiatrique, de patients hospitalisés à l'hôpital Bicêtre lors de la première vague de Covid, avec une évaluation vraiment multidisciplinaire, dont une évaluation psychiatrique. Cette évaluation elle a été faite 4 mois après l'hospitalisation, c'est-à-dire qu'on a rappelé les patients, 1300 patients passés hospitalisés pour Covid à Bicêtre à ce moment-là. On en a rappelé 834, bien sûr vivants. Et puis, on a pu en évaluer un peu moins de 500 lors d'une consultation téléphonique pendant laquelle on a évalué leurs symptômes. Et certains ont été réévalués en hôpital de jour, soit s'ils présentaient des symptômes persistants, soit de manière un petit peu plus systématique, puisqu'un des objectifs initiaux de l'étude était d'évaluer les troubles post-réanimation, s'ils étaient passés en réanimation. Ces patients, on en a eu 177, on les a évalués à un hôpital de jour de manière fine et multidisciplinaire pour les signes de long-Covid, et puis aussi sur le plan psychiatrique, en utilisant des auto-questionnaires que vous connaissez, l'HAD qui est un auto-questionnaire d'anxiété, la BDI qui est un auto-questionnaire de dépression. Pour l'anxiété et la dépression, on a aussi évalué le stress post-traumatique et l'insomnie. Cette étude, on a eu la chance de pouvoir la publier dans le JAMA, qui présentait l'étendue des séquelles pour ces patients, qui était importante, puisque, outre les symptômes psychiatriques, il y avait également des symptômes pneumologiques. Plus de la moitié des patients se plaignaient de dyspnée, un petit peu moins de la moitié avaient des symptômes à type de plainte cognitive. Et cet ensemble de symptômes permettait de faire une sorte d'ébauche un peu phénotypique de ce phénomène qu'on appelle le long-Covid.
Sur la prévalence des troubles, si on parlait d'abord de prévalence des symptômes, il y avait 23% des patients qui présentaient une anxiété symptomatique avec un cut-off qui était choisi pour être plutôt sensible, 18% de dépression et 7% de stress post-traumatique. Les patients, s'ils dépassaient un cut-off à un des auto-questionnaires qu'on utilisait, étaient évalués lors d'un entretien psychiatrique standardisé qui permettait de poser un diagnostic de trouble. Dans cette évaluation standardisée, à travers cette évaluation, on a pu déterminer qu'il y avait 13,6% des patients qui présentaient un épisode dépressif caractérisé, 11% un trouble anxieux et puis 4% un stress post-traumatique. Ce qui nous a paru important, c'est que ces patients, nous avons évalués de manière standardisée, c'est-à-dire en leur demandant également s'ils avaient des antécédents. On a regardé dans leurs dossiers médicaux s'ils avaient des antécédents, donc on a pu déterminer que parmi ces patients, il y avait 4/5, 80%, dans ceux qui présentaient des troubles, qui présentaient des nouveaux troubles depuis le Covid. Il y a des troubles qu'on n'a pas trouvés, ce qui nous a un peu interrogés. Alors, on n'a pas trouvé trop de patients avec schizophrénie et troubles bipolaires, ce qui nous a interrogés parce qu'on sait que c'est des facteurs de risque de Covid grave, donc on s'attendait à en trouver un petit peu plus. Et puis, de manière assez étonnante, sans qu'on se l'explique, on n'a pas retrouvé de troubles de l'usage de l'alcool, alors qu'on sait que c'est une des vulnérabilités qui a été soulignée, notamment dans les premiers temps de l'épidémie, par nos collègues addictologues. En poussant un petit peu plus loin les analyses, on a pu se poser plus de questions. Et une des premières questions qu'on s'est posées, à laquelle on a répondu à travers une publication qui, d'ailleurs, est publiée aujourd'hui, c'est est-ce que ces troubles psychiatriques sont dépendants de la sévérité du Covid-19 ? Un petit peu l'intuition qu'on pourrait avoir. Finalement, on peut se dire que plus on a une maladie sévère, plus on a de troubles psychiatriques au décours. En analysant nos données, c'est-à-dire en prenant en compte les paramètres qui sont des marqueurs de sévérité, paramètres inflammatoires, insuffisance rénale, la notion d'intubation chez le patient notamment, il n'y a aucun paramètre de sévérité qui influe sur la survenue de troubles psychiatriques, y compris quand on ajuste sur le passage en réanimation, qui était un des critères de sélection de notre cohorte, et ce qui était un préalable pour avoir ce résultat. Ça a un impact. Pourquoi ? Parce que si les troubles psychiatriques sont indépendants de la sévérité de l'épisode initial, ça veut dire qu'au-delà des Covid sévères, tous les patients hospitalisés, et il y en a eu en France plusieurs centaines de milliers, parce que nous, on a les patients même hospitalisés, ça veut dire même passer 24 heures aux urgences, ils étaient inclus dans la cohorte. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a un impact extrêmement fort du Covid-19 qui n'est pas limité aux formes graves en termes de troubles psychiatriques. Il y a d'autres questions que nous sommes en train de nous poser dans l'utilisation des données de cette cohorte. Une des questions, c'est la corrélation avec les autres symptômes. Est-ce que les troubles psychiatriques sont associés au long Covid ? Est-ce que les patients qui présentent ces symptômes d'asthénie, de dyspnée, de troubles cognitifs ont plus de troubles mentaux que les patients qui n'en présentent pas ? Au-delà de ça, on peut se poser la question de savoir s'il y a des troubles, des symptômes de long Covid qui sont spécifiquement associés aux troubles mentaux. Tout cela a pour but de mieux détecter ces troubles. Si on part du principe qu'il y a 30 à 80% des patients qui se plaignent de symptômes non psychiatriques, ou en majorité non psychiatriques, il y a un intérêt de santé publique pour nous à pouvoir mieux diagnostiquer les troubles mentaux qui pourraient émerger, qui pourraient exister chez ces patients qui n'ont pas forcément une présentation clinique qui est celle, par exemple, de quelqu'un qui va faire une dépression. L'étude continue. On a une deuxième partie de cette étude qui sera faite sur le même principe, avec le même design, l'étude Comeback 2, qui inclura des patients, alors à ce moment-là, plutôt des deuxième et troisième vagues de Covid, qui a été faite en début 2021, enfin, les patients qui ont eu le Covid en fin 2020, début 2021. L'étude, elle vient de se terminer.
L'idée, c'est aussi de faire un suivi longitudinal des patients de la première étude, c'est-à-dire d'avoir une idée de la persistance ou non de ces séquelles et de ces troubles mentaux à 12, voire 16 mois, ce qui pour l'instant existe très très peu dans la littérature. On a une cohorte chinoise qui a été publiée 2 fois, là aussi dans le Lancet, qui fait des suivis à 12 mois, mais à part ça, c'est quelque chose qui n'existe pas ou très peu dans la littérature. Et puis, on peut se poser des questions, par exemple, de l'impact de la première ou de la deuxième vague. Est-ce qu'il y a des différences sur un effet, par exemple, des variants sur l'impact des troubles psychiatriques ou un effet de la vaccination, puisqu'il y a une littérature qui émerge sur le fait que la vaccination pourrait diminuer également les symptômes de long Covid. Nos perspectives je dirais plus moyen et long terme, c'est d'essayer d'apporter des explications, au moins des hypothèses, de vérifier des hypothèses physiopathologiques. Quelle est la causalité entre les troubles psychiatriques et le long Covid? C'est un petit peu la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils participent d'un même processus? Est-ce que l'un pourrait être la cause de l'autre? C'est quelque chose qui, pour l'instant, en tout cas avec le design et les données qu'on a, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Y a-t-il des facteurs de risque en commun, outre la sévérité, puisque c'est une question à laquelle on a répondu. Et puis, des questions évidemment un peu plus fondamentales, à laquelle il est là, pour l'instant, impossible de répondre avec les données que nous avons. Il y a l'hypothèse d'un maintien du virus dans l'organisme, qui est quelque chose qui existe. Notamment, il y a des études animales qui montrent dans le cerveau de souris la persistance de SARS-CoV-2. Pour l'instant, chez l'être humain, ça n'a pas été retrouvé, y compris dans des études post-mortem. Il y en a quelques-unes. L'hypothèse qui vient à l'esprit quand on connaît un petit peu la physiopathologie classique, si j'ose dire, des troubles dépressifs et anxieux, ce serait une hypothèse inflammatoire, en tout cas du maintien d'une inflammation chronique qui pourrait favoriser l'émergence de troubles de ce type-là. Et puis d'autres questions peuvent se poser, notamment le rôle des traitements. On sait qu'il y a plusieurs traitements qui ont pu être donnés en aigu dans le Covid qui ne sont pas complètement anodins du point de vue de la symptomatologie psychiatrique. En conclusion, l'impact psychiatrique de la pandémie a été majeur. Nous, ce qu'on retrouve, ce qui est retrouvé dans la littérature, ce qu'on retrouve nous sur le terrain, c'est plutôt des troubles anxieux et dépressifs. On a, nous, la conviction, c'est des choses qui ne sont pas encore publiées, mais avec ce qu'on voit que les troubles psychiatriques font bien partie de ce syndrome qui est le long Covid et que, par conséquent, il va y avoir un impact de santé publique, probablement d'autant plus que c'est non lié à la gravité, que bon, globalement, il y a plus de Covid non sévère que de Covid sévère. Il y a plein de questions qui se posent encore, notamment sur les facteurs de risque, importants pour pouvoir prévenir l'émergence des troubles, et la physiopathologie. Je vous remercie de votre attention.